Merci d'écouter RCF et de nous regarder en vidéo sur RCF 63 TV YouTube. L'avocat Gilles-Jean Portejoie est notre invité dans le grand entretien. Nous le recevons pour son livre « Les nuits blanches d'une robe noire », allusion au costume des avocats, aux robes des avocats. Livre paru récemment aux éditions du Moment et écrit avec Joseph Veubré. Merci Gilles-Jean Portejoie d'être avec nous. On apprend beaucoup de choses très intéressantes dans votre livre, je le dis ainsi. Des anecdotes liées à des affaires et des personnes que vous avez défendues. Certaines sont célèbres. On va citer bien sûr Jody Hallyday, l'ancien ministre de François Mitterrand, Michel Charasse. On apprend ou on comprend vos stratégies. Et Mazarine Mitterrand. Mazarine. On comprend aussi un peu vos stratégies, parce que l'avocat est dans la stratégie, on y reviendra certainement. Stratégies vis-à-vis desquelles le doute est souvent compagnon, faute d'être totalement absent. On mesure aussi la solitude de l'avocat, certaines nuits, certains moments dans le prétoire, avant ou après d'ailleurs que vous ayez eu à plaider. Une question très simple, pourquoi êtes-vous avocat, Gilles-Jean Portejoie? À vrai dire, je ne me suis jamais posé la question. Depuis, je le dis d'ailleurs dans ce livre, depuis mon plus jeune âge, j'ai souhaité être avocat. Donc il n'y a pas eu de questionnement, il n'y a pas eu d'interrogation. C'était ça ou rien. C'était depuis toujours le métier que j'avais choisi. Vous avez aujourd'hui des fils qui sont avocats. On peut peut-être penser qu'ils marchent sur les traces de leur père. Est-ce que vous-même, vous avez marché sur les traces de vos parents? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors mes fils sont devenus avocats peut-être parce que je suis avocat, que nous avons un cabinet, qu'ils ont été associés très tôt à la gestion d'un certain nombre d'affaires. Mais mon père était assureur à Clermont-Ferrand, ma mère commerçante. Rien, personne ne portait la robe dans la famille. Mon grand-père était instituteur, mon autre grand-père commissaire de police. Personne n'était dans la partie. Est-ce la volonté, le besoin ou l'art de défendre l'autre qui vous a conduit vers ce métier ? Je sais pas, c'est difficile avec le recul du temps. Vous savez, quand vous êtes gamin, moi j'étais passionné. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par cette émission, Votre âme et conscience, qui, sur la chaîne unique à l'époque de l'ORTF, diffusait des procès fictifs en direct, avec les délibérés en direct. J'étais fasciné par cette émission, j'étais fasciné par, je me souviens très bien, par l'éloquence, notamment en 1965, de Tixier-Vignancourt, qui était candidat à la présidence de la République. Un grand avocat au départ. Un immense avocat qui me troublait. J'avais 13 ou 14 ans à l'époque, et chaque fois qu'il intervenait sur les chaînes de télévision, ou la chaîne de télévision, j'étais là. Vous parliez de l'éloquence à l'instant, c'est un sujet qui revient régulièrement dans votre livre, Gilles-Jean Portejoie. L'éloquence qui est basée sur l'art de l'improvisation, la capacité à atteindre les juges, les jurés, le public. Un avocat qui ne serait pas éloquent ne serait pas avocat ? Je pense que l'avocat doit être éloquent. L'éloquence, c'est d'abord convaincre. Hein. L'éloquence, je crois, c'est compliqué à définir. C'est pas l'art oratoire, c'est l'art de convaincre. Il y a plusieurs formes d'éloquence. Il y a l'éloquence à la barre, l'éloquence à la télévision, l'éloquence à la radio, l'éloquence sur un bon public, devant des tréteaux, dans une enceinte politique. L'éloquence, elle est multiforme. Mais pour tout vous dire, je n'ai jamais réussi, et c'est un des questionnements de mon livre, je n'ai jamais réussi à cerner les ingrédients de l'éloquence. On ne sait pas, je ne sais pas, personne ne sait d'ailleurs pourquoi un jour on est éloquent, pourquoi on trouve ces mots, pourquoi ça coule. Vous pensez qu'à un moment donné, il y aurait peut-être plus de motivation à défendre tel ou tel dossier je ne crois pas. Le dernier livre sur l'éloquence est un livre de Maurice Garçon, qui date de 1947, dont je parle d'ailleurs dans ce livre, et depuis, plus personne n'a écrit sur l'éloquence. Alors ces ingrédients, difficiles à mettre en équation, je ne les connais pas. Je ne sais pas pourquoi un jour on est bon, alors qu'on est fatigué, qu'on connaît mal le dossier. Pourquoi on est mauvais un jour où l'on a un dossier dans le cœur, qu'on s'est reposé, qu'on a tout préparé. Je crois, pour faire simple, et puisque vous me posez une question directe, je crois que l'éloquence, c'est bien sûr la voix. C'est la voix. Mais c'est aussi l'écriture. C'est aussi l'écriture, la préparation, en amont. C'est ce qui vous dites dans votre livre que vous n'aimez pas écrire, enfin préparer vos plaidoiries avec un ordinateur et que le stylo est ce je n'ai pas d'ordinateur, je ne travaille pas avec un ordinateur, je trouve d'ailleurs très... L'éloquence et l'élégance, voilà.
vous me faites avouer ce que je ne dis pas dans mon livre, c'est l'élégance intellectuelle et l'élégance physique. Et quand vous êtes avec à la main un ordinateur pour vous rappeler les grandes lignes d'une plaidoirie que vous allez livrer, vous n'êtes pas élégant. Gilles-Jean Portejoie, vous dites dans votre livre « Toutes les causes sont défendables ». Y a-t-il pour l'avocat des défenses peut-être mieux organisées que d'autres parce qu'il y aura eu une implication différente vis-à-vis de laquelle vous auriez véritablement envie de gagner un procès? Est-ce que vous-même, vous avez été à un moment donné dans cette logique? Là, vous me posez une question qui est une question. Ce n'est pas une question qu'on doit poser à un avocat. Toutes les affaires, quelles qu'elles soient, on a envie de les gagner. Si on n'a pas envie de les gagner, on ne les plaide pas. Même les plus pourris? Même les plus pourris. Aucune affaire n'est pourrie d'ailleurs. Aucune affaire n'est pourrie. C'est ce que je dis à mes collaborateurs. Chaque dossier, même s'il est difficile, doit être défendu jusqu'au bout. Ça veut dire que vous croyez en l'homme d'abord? Je crois en l'homme, bien sûr. Vous croyez en l'homme, mais on peut être surpris. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Vous m'avez un peu pris de court. Vous êtes l'avocat de la maman de Fiona. On parlait d'affaires pourries. Je me suis permis cet adjectif. C'est pas une affaire pourrie, ça? C'est une affaire difficile, mais je me suis posé la question. Je me l'étais jamais posée avant, bien que j'ai eu des cas difficiles à gérer. Je pense au dictateur africain Yadema, au Togo, qui m'avait choisi avec Jacques Vergès pour une affaire compliquée. Je ne m'étais pas posé de questions. Là, je me suis posé la question pour la mère de Fiona. Je me suis posé la question de la défense à un moment précis. Le moment où, à Perpignan, dans la moiteur d'un mois de septembre finissant, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ans, elle finit par avouer. Elle finit par avouer que la gamine n'a pas disparu comme ça dans la nature et qu'elle est à l'origine de sa disparition avec son compagnon. Et là, je me suis dit, mais elle m'a menti. Elle m'a fait croire pendant des semaines, pendant des mois, que son enfant avait disparu. Je suis monté au créneau, je suis intervenu dans la presse à ses côtés. Et là, elle me sort une version qui est radicalement différente de celle qu'elle m'a livrée. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois continuer à la défendre? Est-ce que je peux continuer à la défendre? Et pour tout vous dire... ça a duré quelques secondes dans mon esprit. Je me suis dit, est-ce que je la lâche? Je dis, vous m'avez menti. Et là, je me suis souvenu d'une belle définition de la profession d'avocat, une belle définition de Paul Lombard. Paul Lombard dit, l'avocat, c'est celui qui est là quand il n'y a plus personne. Et ce jour-là, à côté de Cécile Bourgeon, il n'y avait plus personne, il n'y avait que moi. Et je me suis dit, puisque c'est ainsi, je reste son avocat et je suis fier de la défendre aujourd'hui. Alors on va rester quelques instants, Gilles-Jean Portejoie, sur le rôle de l'avocat auprès du client, du présumé coupable, jusqu'à ce qu'il soit jugé. Page 148, précisément, vous dites... Vraiment, vous écrivez ce que vous êtes en train de nous dire là, devant micro et caméra de RCF. C'est aussi le rôle de l'avocat, je vous lis, de ne pas laisser son client mariner en vain, se ronger, se déliter à vue d'œil. Un peu plus loin, page 178, vous dites « Ça m'a interpellé. Savoir si mon client me dit la vérité est le cadet de mes soucis. » Et un peu plus loin encore, page 179, vous écrivez « Moi, je le crois. » Ça veut dire qu'à un moment donné, un client peut raconter ce qu'il veut à son avocat, il peut vous berner, il peut tricher envers vous, mais vous avez le devoir, selon vous, de le croire. Il ne triche pas avec moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous avez un peu là, vous avez repris un certain nombre de formules, mais vous avez déformé l'économie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la version la plus intéressante pour mon client. C'est ça qui m'intéresse. Quitte à s'arranger avec la vérité? Quitte à l'efficacité de la défense. Ce qu'il me dit est important, mais ce que nous allons pouvoir définir comme axe de défense et la version que nous allons livrer au tribunal, c'est ça qui est important. Est-ce que cette manière de regarder la vérité n'est pas aussi une manière pour vous de vous protéger de la méchanceté humaine, de l'absurdité humaine, de la fatalité? On défend des clients, on ne défend pas leurs causes.
C'est très, très différent tout ça. Je ne me suis jamais senti concerné par les causes que je défendais à travers mes clients. Non, je suis très, très à l'écart de tout ça. Et une chose qui me surprend toujours, d'ailleurs, c'est cette faculté d'oubli que nous avons lorsque les affaires sont terminées. Vous avez un dossier qui vous prend la tête pendant des jours et des jours, auquel vous pensez, vous réfléchissez à votre plaidoirie, à l'avance, vous la ciselez, vous levez la nuit pour savoir si vous allez dire ce mot, sur quelle phrase vous allez transiter. Vous plaidez, le verdict tombe, et le lendemain ou le surlendemain, cette affaire est pratiquement oubliée. Oubliée parce qu'une autre affaire arrive et la chasse. Mais cette faculté d'oubli m'a toujours surpris. Alors, vous êtes un homme qui voyage beaucoup, mais vous vivez à Clermont-Ferrand. En tout cas, vous avez votre cabinet à Clermont, vous êtes régulièrement à Clermont-Ferrand. On sent dans votre livre peut-être une pointe de regret ou d'agacement vis-à-vis d'une affaire que vous auriez acceptée contre la manufacture Michelin. Donc vous avez plaidé contre la manufacture Michelin et vous avez eu quelques griefs de François Michelin en son temps. C'est très drôle, ça, c'est une histoire. C'est très drôle comme histoire, c'est une histoire vraie. François Michelin qui rencontre Michel Charasse, je crois qu'il est avec Michel Charasse, c'est tout de suite après le procès du faux espion Michelin. Et François Michelin dit à Charasse, Portejoie s'est plutôt bien débrouillé dans cette affaire. C'est dommage qu'il ait plaidé contre la manufacture. Charasse me passe le téléphone et je lui réponds, la prochaine fois, il faudra que la manufacture Michelin, qui est partie civile dans cette affaire, qui a lancé la procédure, me choisisse comme avocat, comme ça il n'y aura pas de problème. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir touché, gratiné un petit peu ce mastodonte qu'est Michelin? Pas du tout, d'autant que la manufacture était défendue par un avocat qui était un avocat parisien. Et certainement de vos amis. Un ami qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Gilles-Jean Portejoie, dans votre livre, vous égratignez en revanche les journalistes à travers ce que vous appelez le rapport aux médias. Il en est souvent question dans votre livre. En substance, vous déplorez que les grands chroniqueurs judiciaires aient laissé leur place aux chercheurs de scoop. Vous pensez, vous, en tant qu'avocat, aujourd'hui, que les grandes analyses et les grands chroniqueurs judiciaires, c'est terminé? Je n'ai pas l'impression d'égratigner les journalistes. Je sais que je leur dois beaucoup. Il n'y a pas d'avocat pénaliste sans un relais médiatique permanent, sans des confidents auxquels vous faites passer un certain nombre de messages. Je suis surpris de votre question. Alors, ce qui est vrai, c'est que les médias, la télévision, les radios et remplacer ce qui était la véritable couverture adaptée du procès pénal, c'est-à-dire l'écriture. Je regrette les Frédéric Potcher qui n'existent plus, encore que vous avez aujourd'hui Geoffroy Tomasowicz au Parisien, Durand Soufflant au Figaro, qui sont d'immenses chroniqueurs judiciaires. L'avocat a besoin de la presse pour exister, vous le savez. Je le sais pertinemment, parce que la presse, elle est là pour relayer, elle est là aussi pour vous aider, la presse. Elle est là pour, quelquefois, donner un coup de boutoir à une affaire qui ne bouge pas. Vous en servez, vous, avocat, vous pouvez vous servir des journalistes pour faire avancer quelque chose? Absolument, en permanence. Ça fait partie, ne pas le faire serait une faute professionnelle. Et vous pensez que ce lien entre avocat et journaliste ne va pas entretenir une considération malsaine de l'humain? Pas du tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je le dis d'ailleurs dans mon livre, le regard des journalistes, on ne le connaît pas. Vous plaidez une affaire importante, le premier geste le lendemain matin, c'est d'aller acheter la presse et de voir ce que l'on a dit. C'est l'angoisse permanente. Mais qu'est-ce qu'on a pu dire des réquisitions de l'avocat général? Qu'est-ce qu'on a pu dire de la plaidoirie de la partie civile? Qu'est-ce qu'on a pu dire de ma plaidoirie à moi? Ça, c'est important. Toujours sur la notion ou le chapitre des journalistes, pour l'instant, en tout cas pour l'instant en France, les caméras de télévision sont interdites dans les salles des palais de justice. Et aux États-Unis, c'est autorisé. Est-ce que vous plaidez là, je reprends cette expression, pour que les caméras arrivent un jour et vous filment en direct? Je suis, moi, plutôt favorable à cette solution-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que la justice rentre dans les foyers, rentre de plein pied dans les foyers. Mais est-ce qu'on ne va pas aller vers la théâtralisation de la justice? La théâtralisation de la justice existe déjà, mais de manière larvée, perverse. Moi, je suis tout à fait partisan. Je serais partisan, je l'avais proposé d'ailleurs à l'époque, de la création d'une chaîne justice.
24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Des procès. Des procès. Vous savez, le grand avantage de l'affaire d'Outreau, dont on a beaucoup parlé, c'est que grâce à Outreau, la justice est rentrée de plein pied dans les foyers. Les gens se sont intéressés au fonctionnement, au dysfonctionnement de la justice, au rôle d'un magistrat instructeur, au rôle de la chambre de l'instruction, du parquet. Ça, c'est quelque chose de pédagogique et de très important. Gilles-Jean Portejoie, une dernière question, parce que la réponse n'est pas évidente à la lecture des 200 pages à peu près de votre livre. On ne repère pas, en tout cas moi j'ai pas repéré, l'affaire que vous avez le plus aimé à défendre. Ça, c'est une bonne question. Vous posez des questions qui sont d'ailleurs qui interpellent là. L'affaire qui m'a le plus touché, c'est sûrement l'affaire Ségala. C'est l'affaire Ségala. C'est l'affaire de ce biogénéticien français qui est accusé d'avoir tué sa mère en Suisse, où j'obtiens un acquittement devant les premiers juges. Il est condamné, après une parodie de procès, devant la cour d'appel de Lausanne. Nous continuons de nous battre. Et là, j'ai le sentiment véritablement de l'erreur judiciaire. Vous posiez la question de savoir tout à l'heure quelle était la motivation de l'avocat. Quand nous nous battons pour éviter une erreur judiciaire, c'est vrai que notre énergie est décuplée. Cette affaire m'a le plus touché, m'a le plus peiné, et je n'ai pas envie de tourner la page. Parce que ce n'est pas terminé. Ce n'est jamais terminé. On ne peut pas accepter une erreur judiciaire. Ça, c'est quelque chose. On me dit, mais les voies de procédure, les voies de recours sont purgées, il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire pour éviter une erreur judiciaire. Et je fais le nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire le forcing, pour que cette affaire qui a été jugée en Suisse une première fois, une deuxième fois, soit jugée une dernière fois en France et qu'il soit acquitté. Le quotidien, la vie d'un avocat, mais peut-être de bon nombre d'avocats à travers lui. Gilles-Jean Portejoie, Les Nuits blanches d'une robe noire, écrit avec Joseph Bré, est paru aux éditions du Moment, un livre à découvrir actuellement. Il est dans toutes les bonnes librairies, comme l'on dit. Gilles-Jean Portejoie, merci. Merci de m'avoir confié.